Bien, merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Merci de nous avoir accueillis. Je prends la parole en premier, mais je ne resterai pas, hélas, avec vous jusqu'au bout. Mais Monsieur Boulanger, oui, sera là pour répondre aux éventuelles questions. Parce que nous sommes en France en pleine actualité avec la question de l'aide active à mourir et notamment des auditions qui se poursuivent auprès de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça pour dire que notre actualité est forte et que le sujet que nous avons voulu traiter est tourné sur la fin de vie, en arrière-pensée plus spécifiquement peut-être les soins palliatifs, et se tourner dans cette logique d'équité, de diversité, d'inclusion sur les invisibles. Les invisibles, ceux que l'on ne voit pas. Il y a des personnes qui ne sont pas liées à la fin de vie, que la fin de vie ne capte pas ou va capter de façon peut-être un peu problématique. Ce sont ces invisibles que nous avons cherché à cibler. Alors, en passant à la diapo suivante, il s'agit donc d'identifier trois populations. Ces trois populations que nous avons retenues, il s'agit d'un choix. Ce sont les populations LGBT, les SDF et derrière l'acronyme DI, les déficients intellectuels. Oui, donc les trois populations qui ont été choisies, donc comme le disait Aline Chait-Beaupré, sont les populations LGBT, SDF et les personnes avec des déficiences intellectuelles. Donc on s'est aperçu effectivement qu'il n'y a pas de réglementation juridique particulière pour ces populations. Et on s'est posé la question, pourquoi? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est volontaire? On sait que la législation, par principe, a une vocation générale et impersonnelle. Donc, est-ce un choix ou au contraire, est-ce que c'est un oubli? Bref, il fallait essayer de se poser cette question-là, de savoir pourquoi on n'a pas de réglementation juridique spécifique, mais pas seulement, de se demander aussi si ce serait éventuellement opportun de mettre en place une telle réglementation juridique. Alors, quel est l'état du droit actuel en France sur la question de la fin de vie? On a une première loi, bien sûr, qui est celle du 4 mars 2002, qui va prévoir le droit un certain nombre de droits en faveur des personnes malades. Et puis, les lois Leonetti et Claes-Leonetti ont renforcé les dispositifs existants pour une meilleure prise en charge de la souffrance des malades, mais aussi pour une meilleure prise en considération de leur volonté. On a ici à la fois le souci de préserver leur autonomie et en même temps de sauvegarder leur dignité, mais on parle bien ici d'une dignité absolue, d'une dignité de la personne qui ne se perd pas, voilà, d'une dignité en soi. Donc il y a des lois actuellement générales sur la fin de vie, comme c'est noté sur le PowerPoint, mais il faut aussi, et c'est ce qui nous met en alerte actuellement, il y a actuellement un projet qui nous conduirait, si on en voit le dernier rapport du CCNE numéro 139, vers une légalisation de l'assistance au suicide à titre principal et de l'euthanasie, notamment à destination de ceux qui ne seraient pas en mesure de bénéficier de ce dispositif, par exemple des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique qui ne pourraient pas s'administrer elles-mêmes une substance létale. Donc, on a des jurisprudences qui attirent notre attention et qui nous conduisent à nous poser des questions. On va regarder un petit peu ces jurisprudences sous un angle européen, CEDH, mais aussi français, Conseil d'État. Ces jurisprudences montrent une déshésitation sur les questions que l'on se pose plus précisément sur les trois populations que nous avons retenues. Ces trois populations ne sont pas à considérer de la même façon. Pour faire simple, mais nous y reviendrons, si je raisonne sur les populations LGBT, je vais m'interroger sur est-ce que l'on doit prévoir des dispositifs spécifiques pour ces personnes, des unités de soins palliatifs qui leur seraient dédiées ou pas, ou est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans la discrimination? Si je regarde les populations, on peut passer à l'autre diapo, les populations dites SDF, ce sont les populations qui vont regrouper les gens du voyage, les personnes itinérantes.
Ce sont des personnes que l'on ne capte pas. Ça va plus être une question de localisation qui sera problématique, mais est-ce que ces personnes veulent accéder aux soins palliatifs? Est-ce qu'elles le peuvent pour des raisons financières, administratives, culturelles? Et la dernière catégorie de personnes, les personnes avec déficience intellectuelle, ce sont des personnes qui vont rencontrer d'autres problématiques puisque on ne sera pas certain de leur consentement ou de leur compréhension face à une démarche qui voudrait les associer ou les inclure dans un projet de fin de vie. Donc, ces trois populations un peu hétéroclites, il s'agissait pour nous de mieux les cerner pour pouvoir regarder sous l'angle de l'équité, de la diversité et de l'inclusion si on pouvait trouver des éléments fédérateurs. Parmi les éléments fédérateurs qu'on a pu identifier, c'est la diapo suivante, ce sont des questions de localisation. Il y a pour chacune de ces catégories différentes des questions de localisation, les lieux, les locaux. Les personnes avec déficience intellectuelle seront fragiles, auront besoin de rester dans leur établissement d'origine. Les SDF seront difficiles à capter, à trouver, à identifier. Et si on raisonne sur les populations LGBT, on pourra craindre une ghettoisation si on veut mettre des EHPAD ou des unités de soins palliatifs qui leur soient dédiées. Autre point commun à ces différentes catégories, les questions de leur entourage, la communauté, l'environnement, les proches, les familiers. On imagine facilement que chacune de ces populations aura des sensibilités, des besoins, des attentes qui vont différer. Et il s'agit de voir aussi dans quelle mesure les personnes, les soignants, vont pouvoir accéder à cette relation avec l'environnement. Si je raisonne sur des gens du voyage, que l'on sait être souvent dans une logique communautaire, est-ce que l'on peut accepter que toute la famille, au sens très large, vienne dans une unité de soins palliatifs où on est sur des effectifs réduits, des visites réduites? C'est une problématique supplémentaire. Et enfin, le troisième critère transversal que nous avons identifié est celui de la compréhension, de l'acceptation ou du respect des soins. Sur le respect des soins, nous y reviendrons. Comment les soins palliatifs et les soignants peuvent-ils être en accord avec les habitudes culturelles, les attentes ou les impossibilités d'une partie de ces populations? Donc, toutes ces questions, localisation, communauté, compréhension, on pourrait les résumer de cette façon, sont à confronter avec ce que les soins palliatifs peuvent offrir, mais aussi ce que ces personnes peuvent attendre, vouloir ou comprendre, et enfin ce que les soignants sont en mesure, selon les formations, de réaliser. Alors, je ne veux pas plus prendre la parole puisque je vais bientôt devoir vous quitter. Je vais laisser Augustin Boulanger poursuivre cette présentation en vous remerciant. Donc, les résultats donc, de cette analyse nous ont amené au constat actuellement d'un retard français avec une loi Leonetti qui est mal appliquée. On a notamment ces dernières années, et c'est quelque chose qui devient chronique, un développement du contentieux euthanasique, certaines décisions récentes qui peut-être trahissent une certaine résurgence d'un paternalisme médical. On a eu l'exemple tout récent, c'est le 4e point, de directives anticipées qui ont été jugées manifestement inappropriées dans le cadre d'une décision de maintien en vie. Et puis j'ai aussi en tête le cas d'un patient témoin de Jéhovah, surtout qui avait demandé à ne pas recevoir de transfusion sanguine et qui, malgré tout, les a reçus. Le juge français faisant le choix d'une approche extensive, disons, de l'urgence, puisque quand il y a urgence, eh bien, effectivement, il faut agir avant d'aller plus avant dans le dossier médical du patient, certes, mais il y a aussi la question de la place de la volonté de la personne, laquelle doit être aujourd'hui, dans la mesure du possible, entendue. Dans le cas de la communauté LGBT, on se rend compte que bien, la France a été récemment condamnée dans une affaire relative au don du sang. La France a été condamnée au visa de l'article 8 de la CEDH pour non-respect de la vie privée parce que il avait été jugé que la personne en question, personne homosexuelle, avait fait l'objet d'un fichage. Donc, quid du respect de la vie privée de ces personnes?
Et puis se pose aussi la question d'EHPAD dédiés, on le verra. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là de discrimination lorsque l'on permet l'accès à un EHPAD à seulement certaines communautés? C'est là le risque d'un passage du respect à l'égard de certaines communautés au communautarisme. Hein, donc, quelle est la limite? Plus généralement, eh bien, on observe que les populations qui ont, qui ont été choisies dans le cadre de cette étude eh bien, peuvent paraître marginalisées. Le Covid a été assez révélateur hein, de l'absence de préoccupation, du peu de considération pour certaines populations, notamment à travers des refus peut-être intempestifs de visites pour les personnes les plus vulnérables, personnes âgées, privées de visite et peut-être effectivement certaines ont décliné plus rapidement parce qu'elles se sont senties peu entourées. Alors oui, voilà, on se rend compte que bien un tel contexte peut aboutir à la marginalisation et au renforcement de la marginalisation de ces populations. Et du côté des soignants, eh bien, la formation peut paraître insuffisante en termes de prise en charge de la souffrance, d'accompagnement des déficients intellectuels, concernant le deuil aussi. Donc, peut-être des efforts sont à faire en ce sens. Alors, quel est l'état de la discussion? Quelles sont les propositions que nous avons pu faire? C'est la diapo suivante. On a fait le constat d'un certain nombre de difficultés. Le consentement du mineur, hein, qui n'est pas toujours effectivement recueilli en tant que tel, puisque, on le verra, il faut aussi tenir compte du consentement du parent, mais aussi du déficient intellectuel. Pour autant, on voit que la loi de 2016, loi Claes-Leonetti du 2 février, a permis un certain nombre d'améliorations avec des approches personnalisées, sans pour autant tomber dans la discrimination positive. Et puis, ces dernières années, à la faveur de plans de développement qui se sont multipliés, on en a connu encore un dernièrement, il y a un souci de développer les soins palliatifs en renforçant les moyens, en permettant la création d'unités, le recrutement de personnel, mais avec le constat aussi d'une insuffisance, hein, puisque encore aujourd'hui, 26 départements français eh bien, n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Donc, le constat d'un certain nombre de difficultés. Vigilance aussi, quand on sait que la France veut se doter d'une loi d'ouverture hein, vers une assistance médicalisée pour mourir, assistance au suicide, euthanasie. Ça pose bien sûr la question de la clause de conscience qui serait reconnue aux médecins. Et puis, quels sont les critères qu'on va retenir hein, pour permettre cette ouverture? La maladie incurable, une souffrance réfractaire au traitement, quid du contrôle a priori donc de la demande du malade et quelle est la place ici pour les personnes vulnérables parce que ça peut être effectivement une telle loi pour ces personnes vulnérables peut être particulièrement confrontante en mettant en lumière leur fragilité, leurs difficultés. Donc, ça pose peut-être la question ici d'une médecine qui serait davantage intégrative, pas inclusive, intégrative, en ce sens que l'on prendrait bien en compte l'individu dans sa globalité, une prise en charge globale et avec une attention particulière hein, aussi pour effectivement la possibilité d'accompagnement complémentaire, hein, médecine complémentaire, hein, comme c'est marqué en bas de la diapo, qui peuvent favoriser le bien-être de la personne. Alors, voilà le plan hein, qui a été suivi. D'abord, on s'est intéressé, c'est la diapo suivante, aux personnes itinérantes. Hein. Il faut les trouver, ce qui peut présenter un certain nombre de difficultés dans le cas des gens du voyage, des SDF, hein, des exilés, migrants. Il faut pouvoir les trouver parce que l'idée quand même sous-jacente à cette étude, hein, c'est d'atteindre ces populations atypiques, hein, leur faire connaître les soins palliatifs, les accueillir. Alors oui, il faut pouvoir, bien sûr, s'agissant des personnes itinérantes, les trouver.
Concernant les personnes LGBT, quid de la distinction? Est-ce qu'il faut distinguer? On est quand même en présence de profils sociaux qui sont différents de ceux de la population générale. Dans le cas du sida, et pour avoir même travaillé pendant plusieurs années dans un établissement de soins palliatifs, on sait que pour les personnes atteintes du sida, il y a des pathologies particulières. Donc, il faut en avoir bien conscience. Et puis, le risque ici de la discrimination avec la jurisprudence de la CEDH qui peut, sur ce point, on le verra, nous éclairer. Et enfin, troisième point, les personnes avec des facultés mentales imparfaites, comment leur faire comprendre quelle est la place de la volonté de ces personnes quant aux soins et traitements qui peuvent leur être dispensés, quid de leur compréhension de tout ce qui a trait à leur prise en charge médicale. Ici, on vise bien sûr le cas de l'infant, cet enfant en bas âge, du dément, de toutes ces personnes qui voilà, ont des facultés mentales un peu, disons, imparfaites en tout cas. Quelle est la place aussi du représentant, le parent, le tuteur, sur la question du consentement à l'acte médical? Alors, passons donc à la diapo suivante, le contexte, soins et traitements. Donc, le soin, c'est tout ce qui vise à améliorer le bien-être de la personne. C'est un signe de civilisation. Ces soins, dans le cadre de la fin de vie, sont évidemment particulièrement importants. On avait, quand je travaillais à la maison de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, ce souci-là, de faire que nos patients reçoivent des soins de confort, notamment des bains, par exemple. Et bien sûr, c'est à distinguer du traitement qui a une dimension curative, et notre droit se soucie de leur éventuelle limitation ou arrêt quand il y a le risque d'une obstination déraisonnable. On appelle ça aussi acharnement thérapeutique. Et ce traitement, bien sûr, ces traitements peuvent être arrêtés à un certain seuil, en accord avec la volonté du malade quand il est en mesure de s'exprimer, et sinon dans le respect d'une procédure collégiale si le patient n'est plus en mesure de s'exprimer. On a eu un certain nombre de cas en jurisprudence concernant l'infance, l'adolescent, la personne vulnérable. Ce sont des situations particulièrement délicates parce qu'il faut, dans ce cas-là, bien recueillir l'avis du parent, qui n'est pas un avis contraignant pour le médecin, et puis avoir aussi ce souci de recueillir l'avis du tuteur, comme on a pu le voir notamment dans l'affaire Vincent Lambert, où la compagne avait été désignée tutrice de Vincent Lambert. Il faut recueillir ces avis-là, qui ne sont pas contraignants, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de la volonté même du malade, mais disons, de l'avis d'un représentant de celui-ci. Alors, dans cette réflexion qui a été conduite, un certain nombre de points communs ont été révélés, d'abord concernant le lieu, parce qu'il faut pouvoir atteindre ces personnes. La question se pose de savoir s'il faut les faire venir en institution ou au contraire se diriger vers eux, parce que bien pour certaines populations, les itinérants notamment, disons, le cadre institutionnel peut présenter un effet repoussoir. Il faut alors peut-être se rabattre sur le recours à une équipe mobile extérieure qui se déplace au domicile des patients, pour pouvoir atteindre ces populations. Parce que bien sûr, l'accueil en établissement, et je vous donnerai tout à l'heure l'exemple que j'ai connu quand j'étais à la maison de Gardanne, l'accueil n'est pas toujours évident pour des populations qui n'ont pas toujours, je pense notamment aux itinérants, n'ont pas toujours les codes qui peuvent difficilement se familiariser aux règles et aux codes d'un établissement hospitalier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Est-ce qu'il faut distinguer ou non? Est-ce qu'il faut traiter ces populations à part, ou au contraire, est-ce qu'il faut bien concevoir la réglementation de façon très générale
eh bien, en s'adaptant ci et là, hein, par un certain nombre d'ajustements pratiques. Est-ce qu'il faut les associer, hein? Tout ça pose la question, bien sûr, de l'adaptabilité, hein, parce que, bien, il y a parfois une acceptation, un respect plus difficile, hein, des règles. Et le risque, c'est bien sûr de tomber dans le communautarisme, qui pour certains peut être recherché, hein, mais qui peut donc aussi, et pour cette raison, être pour nous une crainte. Alors voyons plus précisément chacune de ces populations invisibles, les unes après les autres, en commençant par les itinérants. Les itinérants, comme le disait Aline Chenet-Beaupré en amorce, bien renvoient aux populations SDF, aux gens du voyage, exilés et migrants. Il y a clairement un souci pour les localiser. Si on veut les atteindre, il faut bien souvent se déplacer. Il y a aussi un problème administratif, hein, lié aux droits sociaux. Par exemple, dans le cas des migrants, en France, il est proposé l'aide médicale d'État, mais il y a bien sûr pour l'obtenir un certain nombre de démarches à entreprendre. Donc, ça peut poser aussi le souci de la prise en charge, hein, des soins, de l'hospitalisation. Quid de l'état civil aussi, qui est parfois, selon les circonstances, fragile, du coût de la prise en charge. Du point de vue de la santé, on est en présence de populations qui se font assez peu suivre, hein, pour les petits soins, et plus largement, il y a une réelle méconnaissance, on s'en rend compte en pratique, des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. Souvent, ce sont des personnes qui ont la solitude, hein, pour habitude, pour manière de vivre, et qui vont se retrancher dans le groupe communautaire, hein, pour vivre leur fin de vie. Concernant les personnes LGBT, on est sur une population beaucoup plus diverse, mais cette fois avec une meilleure connaissance des soins palliatifs et de la fin de vie. Le niveau social est très différent de celui qu'on a vu précédemment, avec un accès aux soins qui est assez aisé, mais attention pour des pathologies plus particulières. Quand j'étais à la maison de Gardanne, on a eu des cas de kaposie, notamment pour des personnes atteintes de sida. Ce sont des pathologies auxquelles, évidemment, on n'est pas confronté habituellement, et ça suppose aussi une certaine formation, hein, des soignants. Il y a bien sûr chez ces personnes la crainte de la stigmatisation et la tentation de s'isoler d'un point de vue communautaire. La peur aussi chez ces personnes de la discrimination. Enfin, il y a les personnes avec déficience intellectuelle. Alors là, la question qui se pose est celle de la prise de décision. Que propose le droit français actuellement? Il invite le médecin à rechercher, dans toute la mesure du possible, nous disent les textes, la volonté de la personne, donc l'enfant ou le dément, la personne sous tutelle. Il faut rechercher dans toute la mesure du possible la volonté exprimée pour connaître ses souhaits concernant sa prise en charge, concernant les traitements qu'il consent à recevoir. Pour autant, le médecin doit, à côté, recueillir le consentement du représentant légal, parent ou tuteur, ce qui peut donner lieu à des situations complexes lorsque la personne représentée accepterait les soins et traitements et le représentant légal les refuserait. Donc, on a effectivement, les textes ici trouvent une parade en invitant le médecin, dans ce cas-là, à dispenser les soins indispensables. Ces personnes-là ont bien sûr besoin, c'est un besoin chez elles, qui est de maintenir leur environnement habituel, soit à travers les locaux et donc une prise en charge à domicile, soit à travers l'entourage. Moi, je l'ai vu avec pas mal de prises en charge de jeunes enfants, bien qui ont besoin d'avoir des repères, et ça passe par la présence des parents, des frères et sœurs, des oncles et tantes, de façon à ce qu'ils puissent un peu aussi se sentir chez eux, rassurés, apaisés. Il y a bien souvent une crainte de l'hôpital et cette difficulté de respect-acceptation des règles, hein, qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs, c'est un point commun avec les populations itinérantes.
Alors, quelles sont les principales difficultés des invisibles? On le voit à travers les éléments que je viens de détailler. C'est la localisation. Est-ce que la prise en charge en USP se justifie ou non? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas, notamment dans le cas des itinérants et des personnes avec déficience intellectuelle, se rabattre sur une prise en charge au domicile qui, en France, se développe? Il y a le problème de la prise en charge, problème administratif, quid d'une couverture complémentaire, ce qui peut être dans certains cas très ennuyeux parce qu'en soins palliatifs, on est sur un coût de prise en charge assez élevé. Quid dans le cas des migrants de l'aide médicale proposée au niveau étatique. Ensuite, la crainte de l'hôpital, on le voit avec bien la difficulté parfois de pouvoir comment dire, correctement s'acclimater dans un environnement institutionnel avec des règles qui sont particulières. Et puis parfois, notamment dans le cas des personnes LGBT, eh bien cette culture d'un environnement communautaire, cette recherche, cette tentation de se replier dans cet environnement-là. Alors, ça impose évidemment une meilleure formation des soignants à ces publics. Aussi bien qu'une protection des soignants face aux réactions, aux exigences des communautés. Aline Chénet-Beaupré évoquait ces populations qui parfois vont, certaines familles, débarquer à plusieurs dans une chambre d'hôpital. Bon, on a connu ça aussi à la maison, mais vous verrez que c'est un lieu assez particulier et ben, c'est difficile parce qu'il faut pouvoir à ce moment-là réagir, apporter une réponse sans brusquer. Alors, droit de la fin de vie est invisible, qu'est-ce que ça donne? On voit que notre droit français se préoccupe bien sûr de ces problématiques d'équité, de diversité, d'inclusion, cherche aussi, on l'a vu à travers un certain nombre de plans de développement des soins palliatifs, à renforcer les moyens aux soins palliatifs, à permettre la création d'unités dédiées. Pour autant, quand on regarde le droit de la fin de vie, on se rend compte que le croisement n'existe pas. On a un droit qui reste très général. Il n'y a pas de texte spécifique, ni pour les uns, ni pour les autres, parmi ceux que j'ai présentés. Malgré cela, une lecture juridique est possible pour les déficients intellectuels à travers la capacité, le consentement, je le disais, recherche des souhaits de l'infant ou du démence, tout en recueillant le consentement du représentant légal. L'interdiction de la discrimination dans les soins à dispenser du côté des populations LGBT. Il y a bien sûr un certain nombre de dispositifs à destination des sans-domicile fixe, des populations itinérantes, de façon à rendre le coût de la prise en charge médicale moins lourd pour ces populations-là, à travers le système de la CMU, l'aide médicale d'État pour les migrants et les exilés, et plus généralement, ce souci bien sûr d'adapter nos établissements à l'accueil de ces populations atypiques. France et fin de vie, c'est une autre diapo. On a constaté ces dernières années la création d'un EHPAD à Lyon, maison de la diversité à destination des personnes LGBT. Alors, ça paraît manifestement discriminatoire, puisque c'est destiné à une certaine population et non pas à toutes les populations, et notamment à la population générale. Donc, ça paraît tout à fait contraire à ce souci d'équité, de diversité et d'inclusion, parce qu'on accueille seulement une certaine population. Et ça paraît de nature d'ailleurs à renforcer la marginalisation, à renforcer le communautarisme. On constate aussi des formations dédiées. Par exemple, là, on a trouvé avec Aline Chénet-Beaupré, réalité et besoins des personnes aidées LGBT, de façon à sensibiliser le personnel du réseau de la santé et des services sociaux aux réalités des personnes aidées LGBT. Ça questionne, ça questionne. On se rend compte par ailleurs, c'est vrai, de réglementation qui ignorent ces populations atypiques, avec tout de même une jurisprudence plus spécifique
qui essaie de trouver à partir de règles générales des solutions adaptées en matière d'arrêt de traitement de l'enfance, par exemple en recueillant l'avis des parents, en recueillant l'avis du tuteur, via aussi les directives anticipées en France qui sont désormais ouvertes aux personnes sous tutelle, sous réserve d'obtenir une autorisation judiciaire, et en s'assurant bien sûr, toujours pour les personnes à déficience intellectuelle, le consentement du mineur ou du déficient intellectuel, même si ce n'est pas contraignant pour le médecin. On a un formidable exemple en France d'un établissement ouvert à la population générale, mais qui a le souci d'accueillir dans de bonnes conditions les populations atypiques. C'est l'exemple que je vous donne de la maison de Gardanne, qui s'est ouvert dans un contexte particulier dans les années 90, au tout début, parce qu'il fallait bien accueillir les personnes atteintes du sida. Donc des réflexions ont été entreprises, des démarches ont été faites, notamment par le docteur Jean-Marc Lapiana, afin d'ouvrir un établissement qui puisse accueillir, dans un contexte particulier d'urgence, les personnes atteintes du sida. Ça a été assez difficile pour Jean-Marc Lapiana parce que certaines villes lui ont dit sûrement pas un tel établissement chez nous. Il a fini par s'installer à Gardanne et l'établissement a ouvert en 1994. Au début avec 10 résidents, puis 12 l'année suivante, avec une idée, c'est que les personnes atteintes du VIH puissent vivre cette étape de leur vie un peu dans leur maison, avec la sécurité des soins d'une équipe médicale. Ce qui a tout changé et qui a permis l'ouverture de cet établissement, qui compte aujourd'hui 38 lits dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'arrivée de la trithérapie dans les années 95-96 et qui a modifié les objectifs de prise en charge et qui a ouvert cette prise en charge plus généralement aux personnes atteintes de cancer et de maladies neurologiques. Et aujourd'hui, c'est un établissement qui accueille 80% de personnes atteintes notamment de cancer et aussi, effectivement, pour le reste, pour les 20% restants, des personnes atteintes de SLA, par exemple, ou du sida. Avec un engagement qui est toujours actuel, c'est la culture de l'accueil, mais un accueil personnalisé. Alors, ça se traduit notamment dans cet établissement par l'anonymisation des portes. Il n'y a pas de numéro. Par l'absence de visite médicale l'après-midi, il n'y a pas cette tournée qu'on peut connaître dans les établissements. Par l'adaptation des soignants qui ne portent pas de blouse, mais qui sont en civil, avec bien sûr, malgré tout, le souci de l'hygiène et des vêtements civils, mais qui sont lavés sur place, qui sont traités sur place. Et c'est un établissement où les soignants mangent avec les patients à table, de façon à ce que chacun, malgré ses différences, puisse se sentir vraiment chez lui. Donc, bel exemple de prise en considération de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, sans tomber dans ce qu'on a pu connaître à Lyon avec un établissement qui n'accueille qu'une certaine population. Alors, bien sûr, ça pose la question des règles, parce que si on veut s'adapter, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui ne l'est pas, du point de vue de l'hygiène, quelles sont les dérogations possibles et celles qui ne le sont pas. À la maison, ils ont beaucoup discuté de cela, notamment pour interdire les blouses et préférer des vêtements civils qui seraient traités, lavés sur place. Donc ça a été bien sûr une question. Quid des masques aussi, pour que le patient puisse se sentir entouré et non pas mis à distance par des codes comme ces tenues peuvent voilà, apparaître en tout cas. Qu'est-ce qui aussi est impossible excusez-moi de vous interrompre, je vous signale juste qu'il vous reste 3 minutes pour conclure, qu'on puisse garder un temps de questions et d'échanges après votre présentation. Merci beaucoup. En 3 minutes, c'est bon, on est bon. Qu'est-ce qui aussi est impossible? À quel moment doit-on dire stop? Parce que la question se posait avant que je n'aille pour un autre travail, de savoir est-ce qu'on peut leur permettre de fumer, par exemple? Oui, non. Donc là, la question a été effectivement débattue. Donc, il a fallu trouver une juste mesure en leur donnant accès à un balcon ou en leur donnant accès à l'extérieur, mais quelle substance aussi, évidemment. Hein, donc, tout ça, ça pose un certain nombre de questions pour s'ajuster et ne pas tomber dans des pratiques qui seraient évidemment manifestement illicites. Qu'est-ce qu'on admet, qu'est-ce qu'on n'admet pas aussi à travers les rituels, la pratique religieuse? À la maison de Gardanne, pour reprendre cet exemple, il y a une relative ouverture sur ces différents points. Alors, aujourd'hui, on débat sur l'aide active à mourir en France.
il y a des avis pour et contre. Pour, on constate que les soins palliatifs leur sont, c'est voilà, la diapo suivante, les soins palliatifs leur sont déjà fermés. Est-ce qu'on leur fermerait également l'accès à l'aide médicale à mourir? Est-ce que distinguer dans ce cas-là ne serait pas discriminer? En même temps, on se rend compte que ça peut être très confrontant pour ces populations-là qui sont déjà, comme je disais, atypiques hein, par leur vulnérabilité, leur fragilité, simplement leur différence. Est-ce que une loi qui ouvrirait l'assistance au suicide ou l'euthanasie ne serait pas confrontante pour ces populations-là en les mettant face à leur vulnérabilité, leur fragilité et en leur donnant le sentiment que la société eh bien, ne les accepte pas telles qu'elles sont. Ça pose un certain nombre, évidemment, de questions. Alors, le film Les Intouchables hein, nous a rappelé, bien sûr, que le handicap n'est pas une fatalité, hein, que ça peut être très bien vécu. Rappelons aussi le serment d'Hippocrate. Hein, mon premier souci sera de rétablir, de préserver, de promouvoir la santé. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie, leur volonté, mais surtout, j'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées. Les serments nous rappellent l'honneur qui est le nôtre. La déontologie médicale en France rappelle aussi clairement que le médecin est au service de l'individu. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Tâchons de nous en souvenir. Merci beaucoup de votre attention.